On célèbre souvent les grands triomphes de la science, les moments qui changent le monde. Des premiers pas sur la Lune, la découverte d'un vaccin. Exactement. Mais pour chaque succès éclatant, il y a une montagne d'échecs. Et parfois, un échec, c'est pas juste une expérience qui rate dans un labo. Non, ça peut être une catastrophe spectaculaire et même tragique. C'est un aspect de la science qu'on oublie souvent. Le progrès, ce n'est pas une ligne droite. Non, c'est un chemin qui est chaotique et pavé d'erreurs. Tout à fait. Et c'est ce chemin qu'on va explorer aujourd'hui. Nos sources sont des extraits du livre When Science Goes Wrong de Simon Leveille, qui est une collection fascinante de ces moments où tout déraille. Hmm. Et on a choisi deux histoires qui illustrent parfaitement deux types d'échecs radicalement différents. D'un côté, un échec systémique où une petite erreur humaine est amplifiée par toute une organisation. Et de l'autre, à l'opposé complet, l'échec d'un seul individu qui, en l'absence de tout contrôle, va provoquer sa propre catastrophe. Deux récits, deux leçons sur la faillibilité humaine au cœur de l'entreprise la plus rationnelle qui soit. On commence où? On commence notre analyse dans le silence glacial de l'espace, septembre 1999. D'accord. La NASA est aux commandes, le monde regarde, et soudain, plus rien. La sonde Mars Climate Orbiter, un projet à 125 millions de dollars, disparaît. Juste au moment de se mettre en orbite. C'est ça. Silence radio. La mission est perdue. C'est un choc total, un vrai traumatisme pour la NASA. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut se replonger dans l'ambiance de l'époque. La mission, c'était d'étudier le climat martien, c'est bien ça, hein? Oui, une mission de prestige. Mais elle a été conçue sous une nouvelle doctrine qui avait envahi l'agence spatiale. Faster, better, cheaper. Plus vite, mieux, moins cher. Voilà. Et cette philosophie, il faut s'en souvenir, elle a eu des conséquences sur plein de missions à l'époque, hein. C'était pas juste celle-ci. Ah non, c'était une vraie doctrine qui a mis une pression, mais une pression énorme sur les ingénieurs pour couper les coûts, les effectifs, partout. Et dans ce cas précis, la cause de l'échec est tellement simple que, ça en devient absurde. C'est presque une mauvaise blague. La cause fondamentale, c'est une confusion Une confusion. entre le système métrique et le système impérial. Un logiciel au sol, développé par le sous-traitant Lockheed Martin, calculait la poussée des petits propulseurs de la sonde. Attends, je t'arrête juste là-dessus, on parle de la NASA. Oui, L'organisation qui a envoyé des hommes sur la Lune avec des règles à calcul. On imagine des milliers de pages de checklist. Comment est-ce qu'une erreur de conversion, un truc de niveau lycée, a pu passer entre toutes les mailles du filet? Ça me dépasse. et pourtant, c'est là toute l'histoire. Le logiciel de Lockheed Martin envoyait donc ces données en livre force. L'unité impériale américaine. Exactement. Sauf que le logiciel de navigation de la sonde, lui, développé en interne au Jet Propulsion Laboratory, au JPL, D'accord? lui, il s'attendait à recevoir ces données en Newton, l'unité standard internationale. L'unité de la science? Voilà. Et entre les deux, il manquait un facteur de conversion crucial. Un Newton, c'est à peu près 4,45 livres-force. Ce chiffre, 4,45, n'a juste jamais été appliqué. Et cette petite erreur, j'imagine, s'est accumulée. Précisément. Pendant les 9 mois de voyage vers Mars, à chaque fois que les propulseurs s'activaient pour de petites corrections de trajectoire, le logiciel de navigation calculait une poussée 4,45 fois plus faible que la réalité. Donc, à chaque manœuvre, À chaque manœuvre, la sonde déviait un tout petit peu plus de sa trajectoire idéale. Sur des centaines de millions de kilomètres, ces minuscules écarts ont créé une déviation colossale. ce qui nous ramène à la question, comment personne n'a vu ça? C'est pas possible. C'est une cascade de défaillances. D'abord, la révision du code. Personne n'a repéré l'erreur. Pourquoi? Le code source sur lequel le nouveau logiciel était basé contenait ce fameux chiffre, 4.45, mais sans aucun commentaire pour expliquer à quoi il servait. Ah, Il a été supprimé, et personne n'a compris sa fonction. Ensuite, les tests. Et là, c'est presque comique, par une malchance incroyable. quoi donc? Les calculs manuels, faits à la main, pour vérifier les résultats du logiciel, contenaient la même erreur d'unité. Non. Si, ils comparaient des pommes pourries avec des pommes pourries, et ils ont conclu que tout allait bien. C'est hallucinant. Le pire dans tout ça, si j'ai bien lu les sources, c'est que la sonde, elle savait qu'il y avait un problème. C'est l'ironie la plus cruelle de cette histoire. L'ordinateur de bord de la sonde, lui, il calculait la poussée correctement en Newton. D'accord. Il renvoyait cette information vers la Terre. La donnée correcte était là, disponible, dans les paquets de données reçus par l'équipe de navigation au sol. Mais Mais l'équipe au sol ne savait tout simplement pas que cette info était disponible.
Ils l'ont donc jamais consulté. La solution était sous leurs yeux, mais ils ne la voyaient pas. Et il faut ajouter à ça le contexte humain. L'équipe, c'était pas un bataillon d'ingénieurs, on est d'accord. Pas du tout. L'équipe de navigation était squelettique. 2 personnes. 2. Juste 2. Complètement surchargées. Et pour ne rien arranger, elles devaient gérer un autre problème bien plus visible, bien plus angoissant. Le panneau solaire. Exactement. Un mécanisme sur un des panneaux solaires refusait de fonctionner correctement. Et ça, c'était une menace existentielle pour la mission. Sans ce panneau, la sonde n'avait plus d'énergie. Toute l'attention était focalisée là-dessus. Toute. Donc, ils ont bien vu que la trajectoire dérivait, mais le problème a été noyé sous une autre urgence. C'est ça. Ils ont remarqué des anomalies, mais la communication a été catastrophique. Au lieu de remplir un rapport d'incident formel, une procédure qui aurait déclenché une vraie enquête, un des navigateurs a juste envoyé un email. Un email. Simple email pour signaler ses inquiétudes. Et cet email s'est perdu dans le bruit, complètement éclipsé par la crise du panneau solaire. Ils se sont donc retrouvés à l'approche finale de Mars en volant quasiment à l'aveugle. Exactement. Ils avaient des données contradictoires, ils ne savaient pas lesquelles croire. Alors face à ce dilemme, ils ont pris la décision qui semblait la plus sûre. C'est-à-dire? Ne pas effectuer une dernière manœuvre de correction, de peur d'aggraver la situation. La dernière prévision, 1 heure avant l'arrivée, indiquait un passage à 110 km d'altitude. La limite de sécurité était autour de 80. C'était serré, très serré. Oui, mais ça pouvait passer. Mais ça n'est pas passé. Non. L'analyse après la perte de la sonde a révélé la dure vérité. Elle est en réalité passée à moins de 60 km d'altitude. Ah oui, là, c'est beaucoup trop bas. Beaucoup trop bas. À cette hauteur, l'atmosphère de Mars, même si elle est très fine, elle est assez dense pour générer des forces et un échauffement extrême. Elle a brûlé, tout simplement. Voilà, désintégrée ou brûlée instantanément. Au final, ce n'est donc pas l'histoire d'une simple erreur de conversion. Non, C'est l'histoire d'un système qui a failli à tous les niveaux, écrasé par la pression de faire moins cher. absolument. L'enquête a conclu que la cause première, oui, c'était l'erreur d'unité. Mais les causes profondes, c'était le manque de personnel, la communication défaillante et une supervision insuffisante. C'est l'échec d'un système. Un échec systémique. Une erreur individuelle, noyée et amplifiée par une organisation défaillante. L'autre histoire qu'on a dans nos sources est à l'opposé complet. Ce n'est pas l'histoire d'un système qui échoue, mais celle de l'absence terrifiante de système. C'est ça. On quitte l'espace pour l'endroit le plus complexe de l'univers, le cerveau humain. On va parler de Max Trulax. C'était un athlète de classe mondiale, un coureur olympique. Jeux de 1956 et 1960. Voilà. Un homme dont la vie était définie par le mouvement, la course, la fluidité. Et puis, la maladie de Parkinson frappe. C'est une maladie terrible qui s'attaque justement au contrôle du mouvement. C'est une dégradation, lente, mais inexorable. Pour Truex, le traitement standard de l'époque, le L-Dopa, commence à perdre de son efficacité. Il perd sa voix, il doit abandonner sa carrière d'avocat, Ces mouvements deviennent rigides. lent. Mais le coup de grâce, pour un coureur, c'est qu'il perd sa capacité à courir. Il devient désespéré, prêt à tout. Et c'est là qu'entre en scène le docteur Robert Iacono, un neurochirurgien avec des idées, disons, peu orthodoxes. C'est un personnage fascinant et très controversé. Iacono, il ne croit pas à l'hypothèse dominante sur le rôle central de la dopamine dans Parkinson. Il a ses propres théories. D'accord. Il développe une relation très proche avec Truex, presque amicale. Et, pressé par un Truex au bout du rouleau, il lui propose une procédure radicale et extrêmement expérimentale. Une greffe de tissu fœtal dans le cerveau. Attends une seconde. Greffer du tissu fœtal dans un cerveau, ça sort d'où? Quelle était la science derrière ça à l'époque? C'est une piste de recherche qui existe, mais qui est à un stade très très précoce. Des équipes en Suède sont pionnières dans ce domaine, mais elles procèdent avec une prudence infinie. C'est-à-dire? Des années de recherche sur les animaux, des protocoles très stricts, des équipes pluridisciplinaires et surtout des comités d'éthique qui supervisent chaque étape. Et Iacono? Iacono n'a rien de tout ça. Aucune expérience dans ce domaine, pas d'équipe de recherche, pas de financement et surtout aucune approbation d'un comité d'éthique. Il décide de faire cavalier seul. Exactement, avec son patient comme unique cobaye. Mais comment c'est possible de faire ça? On ne peut pas juste débarquer dans un hôpital et dire « Bonjour, je vais faire une greffe de cerveau expérimentale et non approuvée ». Il va utiliser un subterfuge. Il programme une première opération officielle aux États-Unis, une thalamotomie, une procédure standard à l'époque. D'accord.
Mais cette opération n'est qu'une couverture. En secret, pendant l'intervention, il implante 3 cathéters, des petits tubes en plastique, dans le cerveau de Truex. Et ces tubes? Ils sont destinés à servir de goulotte de livraison pour le tissu fœtal. C'est de la folie pure. Il transforme son patient en contrebandier de sa propre chirurgie. On n'est plus dans la science, là, on est dans un thriller. Et ça ne s'arrête pas là. Il emmène ensuite Truex en Chine, dans un hôpital de Zhengzhou, pour réaliser la greffe. On est en 1989. Juste avant les événements de la place Tiananmen. Oui. Le pays est en pleine ébullition politique. Le voyage est un cauchemar. Et la procédure elle-même. Si la préparation est aussi chaotique, j'imagine que l'opération le tout autant. C'est pire que chaotique. C'est scientifiquement aberrant. Les détails sont stupéfiants. Vas-y. Premièrement, les sources de tissu. Il utilise du tissu de 2 fœtus d'âge totalement inapproprié. Un de 16 semaines, beaucoup trop vieux. Les cellules ont très peu de chances de survivre. Et l'autre? L'autre de 5 à 6 semaines, qui est en fait un embryon. Minuscule, donc extrêmement difficile à disséquer correctement pour isoler les bonnes cellules. Et il ne s'arrête pas là, j'imagine. Non. Fidèle à ses théories, il ne prélève pas le tissu dans la région du cerveau qui produit la dopamine, ce qui aurait été la démarche logique. Bien sûr. Il le prend dans une autre zone. Et pour couronner le tout, le tissu du plus jeune embryon, le plus difficile à manipuler, il l'injecte directement dans un ventricule. Une des cavités remplies de liquide du cerveau. Oui. C'est comme jeter des graines dans une rivière en espérant qu'elles prennent racine sur la berge. Tout dans ce protocole hurle échec. Et pourtant, et c'est la partie la plus déroutante de l'histoire, l'état de Max Truex semble s'améliorer. C'est ce qui est incroyable. Pendant presque 18 mois, sa famille, ses amis, tous rapportent des progrès spectaculaires. Ah oui. Sa femme, Kay, raconte dans le livre qu'au bout d'un an, elle a soudain réalisé qu'elle n'avait plus besoin de l'aider pour s'habiller ou manger. Il avait retrouvé une grande partie de son autonomie. C'est incroyable. Mais ce miracle apparent va virer au cauchemar. Que se passe-t-il, Franck? Soudainement, après ces 18 mois, Truex développe une prémonition, très forte, de sa propre mort. Il devient très calme, il donne ses dernières instructions à sa femme. Quelques jours plus tard, il décède subitement. Et c'est à l'autopsie que l'horreur est révélée. Exactement. Le cerveau de Max Truex est examiné par une neuropathologiste, la docteure Rebecca Folkert. Et ce qu'elle découvre est terrifiant. C'est-à-dire? D'abord, dans les zones où le tissu du fœtus le plus âgé avait été implanté, elle ne trouve rien. Aucune cellule survivante, juste du tissu cicatriciel. Donc, son amélioration spectaculaire, c'était un effet placebo? Ou peut-être un nouveau médicament? C'est l'hypothèse la plus probable, parce que ce que la docteure trouve ailleurs est bien plus sinistre. Dans les ventricules, là où le tissu du minuscule embryon avait été injecté, Oui. elle découvre des masses de tissus anormaux, des excroissances. Il lui a fait pousser une tumeur dans le cerveau? C'est exactement ça. Mais pas une tumeur cancéreuse classique. Elle trouve du cartilage, du tissu qui ressemble à de la peau, et même des cheveux. Des cheveux? Dans le cerveau? Oui, une sorte de tératome. La conclusion est sans appel. Le docteur Iacono, en disséquant le minuscule embryon, n'a pas seulement greffé des cellules cérébrales. Il a accidentellement inclus d'autres types de cellules souches primitives. Et ces cellules? Ces cellules ont continué à faire ce pour quoi elles étaient programmées, former de la peau, des os, des cheveux, mais dans un environnement totalement inapproprié. Le cerveau de Max Truex. Et ces tumeurs ont grossi? Jusqu'à comprimer des structures vitales du tronc cérébral et provoquer sa mort. L'expérience qui devait le sauver l'a littéralement tué de l'intérieur. C'est la terrible et macabre ironie de cette histoire. Et ce qui est poignant, c'est la réaction de sa veuve, Kay. Elle n'exprime pas de colère envers le médecin. Non. Non, mais une profonde tristesse. Elle dit « Ce que Max a entrepris pour s'aider lui-même, c'est en fait retourné complètement contre lui. C'est l'échec ultime, celui d'un individu poussé par l'hubris, à l'opposé total de l'échec systémique et impersonnel de la NASA. » On a donc vu les deux extrêmes. D'un côté, une sonde à 125 millions de dollars perdue à cause d'une erreur de calcul noyée dans une bureaucratie défaillante. De l'autre, La vie d'un homme sacrifié à une expérience médicale hasardeuse, menée par un seul homme, agissant en dehors de tout cadre. ces deux récits mettent en lumière le facteur humain au cœur de la science, mais de manière diamétralement opposée. Dans le premier cas, le système est tellement complexe, tellement sous pression, qu'il en devient aveugle aux détails qui tuent. Et dans le second, c'est l'absence totale de système qui permet à l'ambition et à l'ego d'un seul homme de mener à la catastrophe. C'est ça. Pour conclure, il y a une pensée assez provocatrice dans le livre de Leveille. Il suggère que la science est remplie d'échecs. La plupart sont mineurs, vite oubliés,
Mais ces échecs spectaculaires, aussi tragiques soient-ils, sont peut-être, d'une certaine manière, essentiels. Ils agissent peut-être comme des garde-fous, des leçons douloureuses, mais nécessaires, qui forcent la communauté scientifique à construire de meilleurs systèmes, une éthique plus solide et, peut-être le plus important, un plus grand sens de l'humilité. De l'humilité face à la complexité du monde et aux limites de notre savoir. La question qui reste en suspens et qui est au cœur de ces deux histoires est une question sans réponse simple. Quel est le prix acceptable du progrès ?